Le rendez-vous sportif hebdomadaire, c'est toujours avec nous et avec vous également, mesdames, messieurs. Bonsoir. Voici les titres. Week-end riche en émotions pour les jaunes et noirs qui passent en huitième de finale après leur brillante victoire 2-0 sur les 11 créateurs du Mali. 17e journée de la Ligue 1 sous le fromager. Le Sporting Club de Gagno a été surpris par le stade d'Abidjan. Page noire, un grand serviteur du football, le président Diengou Senou, a tiré sa révérence. L'hommage de la rédaction dans cette émission. Et puis à côté du football, on retrouvera du maracana, du volleyball et du tennis. Une actualité que j'ai beaucoup de plaisir à croquer en compagnie de Salif Ouattara. Bonsoir. Bonsoir Cathy Touré. Également sur ce plateau, Bakayoko Kapit. Il est avec nous. Bonsoir Kapit. Bonjour Cathy. Ah Kapit. Il a de ces sourires qui me font rire tout le temps. Vous allez bien? L'ASEC Mimosa passe haut les mains le deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Hier, les jaunes et noirs ont battu les 11 créateurs de Bamako par 2-0, confirmant ainsi la victoire 1-0 au match aller du côté de Bamako. Écoutons le résumé de Benson Piraka. Sans forcer son talent, l'ASEC Mimosa a obtenu son ticket pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération. Déjà vainqueur 1-0 à l'aller à Bamako, les jaunes et noirs se sont à nouveau imposés ce dimanche à Robert Champrou, cette fois par 2-0. La minute de silence pour saluer la mémoire de Diengou Senou absente-t-il quelque peu crispé l'ASEC Mimosa qui pendant une dizaine de minutes a regardé les 11 se créer des actions dangereuses. Sortant de leur torpeur et soucieux d'honorer leur défunt ancien président de section football, les pensionnaires de Sol Béni concrétisent leur première véritable occasion sur ce corner bien exploité par Soumaro Bangali. Les Mimos se contentent ensuite de gérer le score jusqu'à la 87e minute. Sur une belle action collective, Zakri Yannick met en selle Touré Karim qui bat l'infortuné Mohamed Sanogo. Ça a été un match difficile parce qu'en face, ils ont bien joué. Ils ont très bien joué. Moi, je trouve qu'ils ont mieux joué même qu'à Bamako. Il fallait répondre, mais il fallait répondre par des buts parce qu'il fallait marquer des buts. C'est ce qu'on a fait. Depuis qu'on est ensemble, vous savez, c'est la première fois que la SEC marque 2 buts comme ça. Alors, je suis très heureux. Je suis très heureux. Après, il y a le quotidien qui m'attend jeudi, le championnat. Je n'ai pas le temps de me réjouir de tout ça. Nous sommes créés des occasions nettes. Si on l'avait marqué, ça allait être un autre match. Mais malheureusement, on a passé aussi à côté à ce niveau. Donc je pense qu'on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Et quant à l'adversaire, il faut avoir le courage d'avouer aussi, on est tombé sur une équipe composée de jeunes joueurs sur le plan technique, qui savent maîtriser le ballon, qui s'occupent très bien le ballon et l'espace de jeu. Vraiment, ils nous ont posé d'énormes problèmes. Donc je peux que leur dire bonne chance et bonne continuation. Les 11 créateurs peuvent retourner à Bamako sans avoir été ridicules, bien au contraire. Mais la leçon du réalisme, c'est bien l'ASEC qui l'a récité. Voilà l'ASEC Mimosa donc qui se qualifie pour le prochain tour. Alors c'est une très belle opération qu'on a pu constater du côté de l'ASEC Mimosa. Oui, une qualification, c'est toujours une belle opération parce que cela améliore la cote des équipes ivoiriennes en Coupe d'Afrique. Cela améliore aussi la confiance au sein de l'ASEC. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au début de ce match, l'ASEC était un peu crispé. On les comprend parce qu'en général, lorsqu'on a marqué un but sur l'adversaire, surtout quand on a gagné le match, après quand on reçoit chez soi, on est dans la crainte de prendre des buts en se projetant en attaque alors que ce n'est pas à nous de faire le jeu. Et dans cette idée de penser que ce n'est pas à nous de faire le jeu, parfois on observe l'adversaire jouer. On n'est pas vraiment dans le match. Et donc, au début du match, comme disait l'entraîneur malien, si les jeunes Maliens avaient été plus efficaces, la SEC aurait été vraiment en difficulté. Heureusement, ils se sont repris plus tard et ont réussi la belle opération à la fois de gagner les 2 matchs et de se qualifier donc pour le tour suivant. On va se rappeler donc les 3 dernières apparitions de l'ASEC Mimosa en Coupe de la Confédération. En 2012 déjà, l'ASEC qui ne passe pas les premiers 8e de finale. L'ASEC Mimosa cette année où l'AFAD
accompagnait donc la SEC dans cette compétition. La SAD qui revenait de la Ligue des Champions, mais qui tombe en match de barrage. Et puis en 2013, la SEC tombe en 8e de finale face au LLB académique de Burundi. Et en 2014, on retrouve encore la SEC Mimosa. Depuis le premier tour, cette fois-ci, la SEC joue les phases de poule et termine 4e du groupe A avec 3 points. Et pendant ce temps, le CO Sport de San Pedro était arrivé, on se souvient, en finale de cette Coupe de la Confédération. Alors demain, on aura les tirages au sort de ces matchs de barrage. Bien sûr, en comptant les éliminés de la Ligue des Champions qui seront là. Ils sont 8. Il y a de grosses équipes. Du côté de la Ligue des Champions, mais aussi du côté de la CAF. On a Al-Lali d'Égypte, Espérance de Tunis, le club sportif Sfaxien de Tunisie, AC Léopard du Congo, AS Kaloum de Guinée, Sanga Belende de RDC, Raja de Casablanca, et puis bien sûr le stade malien. Et puis en Coupe de la Confédération, les qualifiés. En Coupe de la Confédération, on a la SEC d'Abidjan, Heart of Oak du Ghana, Club africain de Tunisie, Wari Wolves du Nigeria, AS Vita Club RD Congo, Orlando Pirates Afrique du Sud, Zamalek SC d'Égypte, Étoile du Sahel de Tunisie. Il y a de grosses équipes qui attendent donc la SEC Mimosa et le tirage au sort est prévu pour demain au Caire sur le cours de 11 h. Il y a une chance pour la SEC. Mais bien sûr. Ce sont des équipes qu'elle connaît pour la plupart. Oui, bien sûr, la SEC a toutes ses chances. C'est vrai, tu l'as dit, il y a des... Bon, pas de grosses équipes, mais de grands noms. Parce que si ces équipes sont reversées, ça veut dire que ce ne sont pas des équipes qui sont forcément en grande forme cette année. Il y a on a vu le CO Sport de San Pedro qui était reversé et qui allait jusqu'en finale. Oui, on peut être reversé et aller très loin, mais je vais dire, déjà quand on est reversé, ça veut dire que par rapport à ceux qui jouent la Coupe d'Afrique des clubs champions, on a un cran en dessous. Et donc si on a un cran en dessous, on vient rejoindre le cran de ceux qui sont là. Et ce qui signifie que la SEC se retrouve avec des équipes qui sont normalement à son niveau. Le tout va se jouer à la fois au mental et surtout à l'organisation derrière. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est un challenge qui est à la fois un défi pour les joueurs sur le terrain et un défi pour le management. Ce n'est pas très facile de voyager, ce n'est pas très facile de gérer les situations de fatigue entre la compétition à l'africaine et la compétition locale. Cela demande vraiment à l'entraîneur déjà de faire tourner correctement son effectif, au staff managérial de faire en sorte de trouver toujours des moyens de remotiver les jeunes gens. C'est un défi qui est double et ce n'est pas facile. Ouais, nous savons que la SEC Mimosa a les moyens d'aller jusqu'au bout de ses ambitions dans cette compétition. À présent, la Ligue 1 avec quelques réussites pour des équipes qui commençaient à nous habituer à des matchs nuls ou à des défaites. Je lorgne vers le CO Sport de San Pedro. Mais on va commencer déjà avec cette rencontre qui a opposé le Denguélé d'Odiéné à la Société Omnisport de l'Armée. Et le résumé est signé Skader Sogodogo de la station de RTI Boaké. Stade Ouattara Thomas d'Aquin de Katiola. L'AS Denguélé affronte l'AS Soa. Avant les hostilités, une minute de silence est observée en la mémoire de l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, Dieng Ousseynou, décédé vendredi dernier. Dès l'engagement, les Odiénékas vont afficher leurs intentions. La défense des militaires est régulièrement mise en difficulté. Pris par la gorge, le bastion défensif des militaires va voler en éclats sur ce tir de Abdoul Sori Soumaoro. 16 minutes, AS Denguélé 1, SOA 0. Ce score sera préservé jalousement par les Odiénékas jusqu'à la pause. La deuxième période verra le réveil de la SOA. Des assauts répétés dans le camp du Denguélé seront enrayés par le portier Mohamed Sibi en état de grâce. Le banc des Odiénékas va donner de la voix. À la 82e minute, le gardien de but de la SOA, Balboné Aruna, quelque peu en villégiature, va se laisser surprendre par Cheikh Bamba. AS Denguélé 2, SOA 0. Un but salué par des pas de danse des dirigeants d'Odiéné. Dans le temps additionnel, la SOA va réduire le score par Kofi Nyayao. Malheureusement pour la SOA, la messe en cette 17e journée était déjà dite. AS Denguélé 2, SOA 1. Dirigeants et encadreurs gardent espoir pour la suite. Les grandes équipes, les meilleures équipes viennent s'imposer sur le terrain adverse. Là, pour l'instant, nous, on n'arrive pas à le réaliser. C'est la preuve qu'on a encore du boulot à faire. On a encore une marge de progression. Donc, mais je suis satisfait dans ça. Le Denguélé joue le maintien. Donc, on va continuer à se battre. Voilà, je pense que c'est ça. L'équipe n'a pas joué comme on le souhaitait. Et puis, on a pris 2 buts sur des erreurs défensives. Je veux dire que nous avons donné par 2 fois les buts à nos adversaires.
Je pense que c'est des erreurs à ne pas commettre à ce stade de la compétition. Ces temps-ci, nous sommes en train de progresser, ce qui me fait danser. J'ai dansé à Bamako, je danse ici encore ce soir. Ça deviendra un tambour pour moi. L'AS Denguélé est sur une dynamique de victoire et l'équipe commence à voir grand. Alors voilà, le Denguélé d'Odiéné, Salif, qui commence à monter en puissance. Parce que quand on regarde les chiffres, on a déjà, depuis la reprise justement, 2 victoires, 1 match nul, 1 défaite, 7 points. Donc en 4 matchs, alors que lors de la première partie, en 13 matchs, ils avaient seulement que 14 points. L'AS Denguélé, pour ce redémarrage, est le tombeur des grandes équipes. Vous savez, l'AS Standard et l'AS OA, ce sont 2 grandes équipes, 2 clubs ivoiriens. Mais l'AS Denguélé est en train de s'imposer au fur et à mesure que le championnat évolue. Vous allez remarquer qu'ils ont 12 buts inscrits, 13 buts encaissés. Cela tout simplement dit que si la défense conserve, arrive à recaler quelque part les attaques, ils vont sûrement aller plus loin. L'AS Denguélé, ça promet, il commence déjà à grandir. Ils disent qu'ils jouent le maintien. Est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas faire mieux que le maintien parce qu'on voit qu'il y a une nette progression de cette équipe-là? Oui, il y a une nette progression, c'est clair, mais ils sont quand même obligés d'avoir le langage de la prudence parce qu'ils reviennent de loin. C'est un club qui a très mal commencé. Et on le sait, les clubs de l'intérieur, la plus grande difficulté, c'est la difficulté des ressources. Vous savez que beaucoup de clubs ne tiennent qu'à une seule personne. Et il faut souhaiter pendant tout le temps que dure la compétition que cette seule personne n'ait pas de très très grandes difficultés. C'est vrai que certaines personnes viennent parfois à la rescousse, mais cela est tellement irrégulier qu'on est obligé de croire que le seul qui est là, il faut souhaiter qu'il tienne vraiment bien la barre. Moi, je suis content pour le président du Denguélé que j'ai l'avantage de connaître. Et je souhaite vraiment que son équipe continue sur cet élan parce que ce n'est jamais évident de mal commencer et de terminer très fort, surtout qu'à la fin de la saison, tout le monde a le même problème, de ne pas se retrouver en zone de relégation. Odiéné se donne en ce moment les moyens, surtout en attaquant ceux qui sont dans le Big Four, et c'est très bien. D'accord. Un autre retour qui est celui d'une équipe qui était un peu dans le coma depuis la reprise. Il s'agit bien sûr de l'AS Standard, leader à la mi-saison. Mais depuis la 14e journée, les hommes du Zanzan alignent défaite et match nul. Et puis hier, bingo, l'AS Standard signe sa première victoire depuis cette reprise. C'était face à l'Académie Football Club de Djekanou. Eh bien, 2-1 pour l'AS Standard. 3 précieux points pour l'AS Standard après 4 journées de disette. Devant le beau jeu de l'AFAD qui domine, Tonda résiste. Les premières occasions sont à l'actif des académiciens. Koulibaly Ahmed, le portier du Zanzan, s'en sort bien. La menace est réelle pour Tonda qui réagit à la 36e minute. Boakofi Davi, après quelques tentatives infructueuses, perce la défense de l'AFAD et ouvre le score. Boakofi est parti. Boakofi, c'est pas lui qui raterait une telle opportunité. David Kofi Bois inscrit son 7e but de la saison à la grande joie de Quadio Georges. La deuxième partie de la rencontre voit l'égalisation de l'AFAD sur un contre rapide achevé efficacement par Traoré Baba Lamine. Le passeur de Podé. Le but. Les Standards se voyant reculer au classement, met la pression et obtient un penalty. Boakofi signe son doublé. 2-1 pour Tonda. Alors Salif, on a constaté, il faut remarquer qu'il y a un nouvel entraîneur du côté de l'AFAD. Après le départ de Jimmy, il y a eu un intérimaire qui était son adjoint et maintenant un nouvel entraîneur. Il s'appelle Firmin Kofi. Pour ceux qui suivent un peu le football ivoirien, ce n'est pas un nouveau visage. Ils ont sûrement vu cette doublette Rigo Gervais, Firmin Kofi au niveau du COE Sport quand ils étaient encore en fonction. Firmin Kofi a été ces 3 saisons passé au COE, le fidèle adjoint de Rigo Gervais. Il a contribué, il a participé à toutes les aventures africaines avec le COE Sport de San Pedro. Le 6 décembre 2014, lorsqu'ils sont battus par Al Ahly d'Égypte, tout découragé, Firmin Kofi est déjà depuis, disons, 9 mois titulaire d'un brevet qui lui permet d'entraîner. Il n'est plus en ce moment-là adjoint, il a une licence A
qui lui a été décerné par la Fédération ivoirienne de football. Alors, Firmin Kofi est dans la posture de l'entraîneur. Il n'est plus l'adjoint. Il veut désormais grandir, s'affirmer, avoir un club. Alors, c'est tout naturellement que Firmin Kofi devient entraîneur de l'AS Standard. Qui sait sûrement qu'il va imprimer cette marque de la victoire qu'il a su imprimer avec Rigo Gervais au niveau du COS Sport de San Pedro. Un bon point en tout cas pour cet entraîneur, puisque dès qu'il est arrivé, on signe la première victoire de l'AS Standard. Je sais que vous n'aimez pas trop qu'on lit les victoires aux entraîneurs, mais c'est quand même un bon point pour Kofi Firmin. Oui, c'est un bon point. Parce que s'il avait perdu, on aurait dit aussi que... Oui, certainement. C'est toujours bon de prendre un bon départ. Surtout quand on arrive et qu'on veut marquer l'équipe de son empreinte, il vaut mieux qu'on prenne le chemin, le bon chemin. Cela dit, moi je pense que cette équipe reste une bonne équipe, mais elle a traversé, je pense, une petite période d'euphorie dont les résultats, les derniers, confirment en fait qu'à un moment donné, il manquait de réalisme. Je pense qu'avec ce nouvel entraîneur et le niveau de compétition qu'il a pu déjà assurer, l'équipe va revenir à plus de rigueur, à plus donc de sérénité, à plus de respect pour les adversaires pour avoir des résultats plus convaincants et beaucoup plus durables en termes de bonne qualité. Il s'est passé également quelque chose sous le fromager dans la région du Gol. Le stade d'Abidjan fait désormais peur. Les vice-leaders Gagnoa en ont fait les frais. C'était donc le week-end dernier, 1-0 pour le stade d'Abidjan. Le résumé avec Sébastien Wignet Ayoua. Le Sporting Club de Gagnoa s'est créé les meilleures et nombreuses actions de but, mais ce sont les joueurs du stade d'Abidjan qui ont été réalistes. Zadiwawa Steve du Sporting Club est le premier à se frotter au portier du stade d'Abidjan, Drissa Bamba. À 2 reprises, il freine l'élan de l'attaquant de Gagnoa. Le stade donne la réplique sur ce travail de Vakoum Bayo. C'est Ibrahim Ouattara qui crée la panique dans le stade Biakaboda. Corner envoyé par Sila Adama. Le portier du stade Drissa Bamba réagit positivement. Sur ce coup franc de Sila Adama, le danger est resté longtemps dans le camp du stade d'Abidjan. Il a fallu encore l'intervention de Drissa Bamba. L'action qui a suivi est à l'actif du stade d'Abidjan. Mais Vakoum Bayo échoue face à Sissa Abdul Karim. Pas de but en première mi-temps. Beaucoup d'échecs dans ce match pour le Sporting. Cette fois, c'est Kango Simon qui trouve la balle transversale. Sur une mauvaise sortie de Sissé Abdul Karim, le stade a maintenu la pression et sur la deuxième tentative, le tir de Tobé Olivier est puissant. Ça fait 1-0. La dernière balle est pour le Sporting Club de Gagnoa. C'est encore la balle transversale qui met fin aux espoirs du Sporting. C'est sa première défaite au stade Biakaboda. En tout cas, les gardiens commencent de plus en plus à séduire le public. On a vu tout à l'heure ce gardien, Drissa Bamba, justement, ce gardien du stade d'Abidjan, qui fait partie des joueurs, selon Sébastien Wignet, qui ont fait la victoire du stade lors de cette rencontre. Il a annulé pratiquement toutes les offensives du Sporting de Gagnoa. Et puis en face, le Sporting, on parle de déception, selon notre reporter, donc, qui nous fait voir, qui nous fait connaître la leçon à tirer de cette rencontre entre le stade d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoa. Sébastien Wignet. Drissa Bamba a été l'homme du succès du stade d'Abidjan à Gagnoa pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1. Toujours au bon endroit et concentré, ce sont 10 actions nettes de but qu'il a réussi à écarter. Un gardien doit faire 90% de son équipe. Un gardien doit faire 90% de son équipe. Voilà, j'ai bossé dur. Il y a un moment, à la première journée du championnat, d'aller, ils m'ont donné une chance contre la FA, il n'a pas pu la saisir. Voilà, il n'a pas pu la saisir. Après ça, j'ai été écarté directement du groupe. Mais après ça, je suis rentré encore avec le travail. Il fallait que je montre que le match qu'il avait raté contre la FAT, c'est une erreur, quoi. C'est une erreur dont j'ai bossé dur à l'entraînement et jusqu'à aujourd'hui, je vais continuer à bosser. Et puis bon, je vais être parmi les meilleurs gardiens de la Ligue 1, quoi. Une victoire qui vient renforcer le travail d'Akesse Lewis, l'entraîneur du stade d'Abidjan.
On a retrouvé, après le mercato, par la grâce de Dieu, nous avons retrouvé quelques attaquants qui bougent. Un attaquant comme Tia Olivier, et qui fait que les couloirs sont libérés, Vakoun et Priva sont libérés. Et je crois que c'est ça qui donne aujourd'hui la satisfaction de notre football et du Stade d'Abidjan. À la recherche du titre de champion de Côte d'Ivoire, saison 2015, c'est une grosse déception pour le capitaine Seridego Jean-Serge. On n'avait à cœur de battre cette équipe de Stade là. Pour se replacer quand même dans le classement. Puisque avant ça, la SEC était 2 points avant nous. Et on avait à cœur de battre cette équipe-là. Comment ça n'a pas marché, on a tout donné. Moi, vous avez vu les occasions, ça n'a pas voulu rentrer. Et il y a des moments comme ça. Le constat est clair. Le problème du Sporting Club de Gagnoa se situe au niveau de son attaque. En première mi-temps, 6 à 5 occasions de but qu'on n'a pas pu marquer. En deuxième mi-temps, pareil, je pense que il y a du travail à faire, nous allons continuer de travailler pour nous améliorer. Et puis je pense que c'est une déception aujourd'hui, mais nous ne sommes pas découragés. Il reste encore 9 matchs. Je pense que nous avons notre mot à dire. Les prochains matchs s'annoncent décisifs pour le Sporting Club de Gagnoa, qui doit absolument trouver l'efficacité et le réalisme de son attaque s'il veut bien rester collé à la SEC Mimosa. En tout cas, Drissa Koné, il nous montre qu'il a la rage de vaincre, il a envie de vaincre. Et on se rend compte qu'il y a de bons gardiens en Côte d'Ivoire. Oui, je suis vraiment heureux pour ce jeune gardien qui est vraiment satisfait du travail qu'il a accompli. C'est déjà pas mal. S'il garde la tête effectivement sur les épaules, je pense qu'il a de la marge pour progresser. Et il faut savoir que le Stade d'Abidjan est assez coutumier du fait d'avoir de très grands gardiens depuis toujours. On pense encore à nos aînés, Toukan Daniel, Tommy Sylvestre, et celui de ma génération qui s'appelait Mel Melech, qui était un gardien volant. Donc quand je le voyais plonger tout à l'heure, il me faisait penser justement à Mel Melech parce que, vous savez, au poste de gardien, il y a 2 styles. Il y a le gardien qui travaille sur sa position pour ne pas avoir fait de grands gestes. Et puis il y a le gardien qui est prêt à partir, qui est prêt vraiment à planer, quelle que soit sa position. Donc il ne travaille pas beaucoup sa position, il travaille surtout sa capacité à réagir. Ce gardien-là est dans ce second style. J'espère qu'il va travailler un peu mieux sa position pour ne pas avoir à trop plonger. Je souhaite vraiment qu'il continue de travailler pour constituer effectivement 40 à 60% de son équipe. Parce que quand une équipe est dans un temps un peu difficile, il faut que le gardien soit capable de sauver les autres du naufrage. C'est ça. Parce que vous savez, on peut avoir une équipe à un moment donné, un temps très faible. L'équipe ne retrouve pas ses marques, la défense n'arrive pas à fermer les espaces. À ce moment, on a besoin d'un gardien qui relève. C'est ça qu'on appelle le dernier rempart. Exactement, un gardien qui est capable de donner de l'espoir un peu aux autres. Et là, dans ce match, on a bien vu que ce gardien a vraiment pris tous les temps forts. Il était survenu en tout cas. Voilà. Voilà, comme un certain Kopa Barry lors de la finale de la Coupe de l'Afrique des Nations face au Ghana. Très bon souvenir. En face du stade d'Abidjan, il y avait bien sûr le Sporting Club de Gagnoa. Ils sont désormais, les joueurs du Sporting bien sûr, ils sont désormais 2e avec 31 points, à 1 point de l'AS Standard 3e et à 2 points de l'ASEC Mimosa qui, il faut le rappeler quand même, a un match en moins. Eh bien, le Sporting Club de Gagnoa peut-il toujours croire au titre puisque c'était l'objectif du club, c'est l'objectif du club. Après cette défaite, Sébastien Wogna s'est posé la question, mais il n'est pas resté à son niveau. Il a interrogé le président de Gagnoa, qui se nomme Diabaté Youssouf Mbeg. Nous ne revoyons jamais à la baisse nos objectifs. Comme on l'a dit, c'est un faux pas. C'est un faux pas ce soir, vu les occasions, de nombreuses occasions que les enfants se sont créés. On n'a pas eu la chance. Le stade a eu une occasion, elle l'a mis au fond. Mais on ne va pas rester là pour s'alarmer sur cette défaite. On va se mettre au travail et puis toujours prétendre au titre. Parce qu'il reste encore 9 journées. Nos adversaires directs sont l'AS Standard et l'ASEC Mimosa. Aujourd'hui, nous sommes 2e. Nous allons tout faire pour que l'ASEC aussi fasse un faux pas. Et puis, comme la dernière journée, c'est ici face à l'ASEC, on va lutter le titre jusqu'au bout. On ne sait pas qu'est-ce qui coince parce qu'en 17 journées, nous avons marqué que 12 buts. C'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas, mais c'est la loi du football parce que nous avons toujours ces mêmes joueurs, ces mêmes attaquants qui sont là. Et Seri Doubo qui a été meilleur buteur la saison passée, qui n'a même pas encore un but à son compteur. Et je crois que c'est la loi du football. On va passer à beaucoup de faibles. On va lui dire de travailler toujours pour vraiment revenir à son meilleur niveau des 2 saisons passées.
nous sommes essoufflés, raison pour laquelle j'ai dit tantôt que c'est la fin de mon mandat. Si il y avait personne pour m'aider, on allait laisser l'équipe aux autorités de la ville parce que si vous voyez que ça fait 3 ans le conseil régional n'a jamais remis 5 francs au Sporting Club de Guinwa, alors que nous apprenons qu'il y a des budgets qui sont votés pour le Sporting, mais quand l'argent arrive, ils utilisent ça pour faire autre chose. Un gros problème soulevé, hein. Le Sporting Club de Gagnoa, donc, qui se retrouve en 2e position. C'est une équipe qui, depuis quelques saisons, maintenant, depuis 2 saisons, nous habitue à nous faire rêver, on va dire. Mais pour l'instant, qui n'a pas encore réussi à terminer champion. Oui, il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Et là, sur cette journée, le Sporting avait l'occasion de repasser devant la SEC. Oui. Puisqu'il y avait 2 points de différence. En gagnant ce match, ils auraient pu avoir 3 points et donc passer premier en attendant que la SEC joue. Ils ont laissé passer cette chance, donc la SEC a eu une occasion de passer à 5 points. Du coup, ça rend beaucoup plus difficile la course contre une équipe contre la SEC. Je pense que le plus grand souhait du Sporting serait que la SEC ne puisse pas... Il a dit, hein, le président, il a dit, ils espèrent que la SEC fera un faux pas. C'est de bonne guerre. Hein. Il y a peu de risques que la SEC perde parce que quand on est dans l'élan d'une qualification d'une Coupe d'Afrique, sauf épuisement des joueurs, en règle générale, on revient plus confiant, on revient plus sûr de ses automatismes. Ouais. Les joueurs osent beaucoup plus. Donc, en règle générale, on est largement au-dessus de l'adversaire qui joue que le championnat local. Donc, il y a peu de risques que la SEC perde ce match en retard. D'accord. Et puis, il y a un nouveau phénomène qui arrive depuis le début de cette saison. Généralement, ce sont les joueurs qu'on voit en train de protester à tout vent lors des matchs. Mais depuis un moment, ce sont les dirigeants qui s'y mettent. Sébastien Ognien a donc constaté à l'issue de cette rencontre, Gagnoa face, rappelez-moi, Gagnoa était face au Stade, bien sûr. Il a constaté, comme ce qu'il dit, une triste scène entre les dirigeants de Gagnoa, certains dirigeants de Gagnoa, et bien sûr ceux du Stade. Et c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, comme on l'a vu lors du match Standard JCAT, où les dirigeants sont descendus sur le terrain. Et là encore, moi j'ai une question à poser. Est-ce qu'en dehors du stade, on peut toujours donner des cartons? Non, simplement parce que, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que les cartons sont destinés au jeu et aux joueurs. L'arbitre brandit le carton comme pour montrer à l'ensemble de tous ceux qui sont là la sanction qu'il donne. Donc, en dehors du jeu, le carton ne s'applique pas. Même les dirigeants qui sont sur le banc, toutes les personnes qui sont sur la feuille de match, l'arbitre ne leur brandit pas de carton. Il vient leur dire verbalement de monter à la tribune. Il les expulse verbalement. Il n'y a qu'aux joueurs et dans le jeu que l'arbitre brandit un carton. Mais ça a pour but de montrer à tout le monde quelle est la décision qu'il a prise et que cela soit su. À l'issue du match, le match vient de se terminer, un dirigeant se met à injurier l'arbitre pendant qu'ils sont en train de repartir dans les vestiaires. Est-ce qu'il a le droit de faire une sanction, de prendre une sanction? Non, il ne prendra pas de sanction, mais il mentionnera dans le rapport qu'il rédige à la fin de son match l'incident qui est arrivé avec une reprise de tous les propos qui ont été prononcés à son endroit. Et donc, ce sera à la commission compétente ou aux commissions compétentes, parce qu'il y en a plusieurs, à la commission de discipline, à la commission de fair play. Ce sera aux commissions, il reviendra aux commissions compétentes de prendre les sanctions nécessaires contre ses dirigeants. D'accord. Parce que, vous savez, l'arbitre, il gère le jeu. Le match est du ressort du commissaire au match. D'accord. Mais les 2 autorités rédigent à la fin du match, quel que soit ce qui s'est passé, rédigent des rapports. Et même s'il s'agit d'un joueur, qui s'en prend à l'arbitre. Oui, après, une fois que le match est fini, l'arbitre ne brandit plus de carton. Le carton, c'est pour le jeu. À la fin du match, il va mentionner dans son rapport ce qui est arrivé. Et les personnes concernées, s'il s'agit de joueurs ou de dirigeants, seront convoquées par les commissions compétentes. S'il s'agit de personnes membres du public, on peut simplement porter plainte à la police qui était là, qui était chargée donc de la sécurité pour la suite. Mais pour toutes les personnes qui sont membres de la Fédération ivoirienne de football, c'est-à-dire qu'il s'agit de joueurs, d'encadreurs, tous ceux qui ont une licence au sein de la Fédération ivoirienne de football, l'arbitre mentionne dans son rapport afin que les autorités compétentes prennent les sanctions qu'il faut. Salif? Kati Touré, plus l'enjeu il est grand, plus le jeu est passionnant. Mais il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu. Ces 3 scènes qui se sont produites
se sont produites à l'intérieur du pays. On peut revenir à Tanda, on peut revenir à Gagnoa. Cela veut tout simplement dire que ces peuples sont des peuples sportifs qui aiment le sport, qui veulent vivre. Vous les justifiez là. Qui veulent vivre avec leur équipe cette passion du football. Est-ce que c'est parce qu'on a la passion du football qu'il faut réagir comme ça? Parce que quel exemple on donne aux joueurs? Il n'y a pas d'exemple qu'on donne. D'accord. Mais il y a cette passion qu'on veut partager. L'enjeu, il est grand. Chacun veut se retrouver leader du championnat. Personne ne veut être ridiculisé et finir dernier. Mais je pense qu'il faut savoir garder... Il faut gagner sur le jeu parce que ça ne sert à rien de s'en prendre à l'arbitre. Je pense qu'il faut savoir garder raison. Il faut appeler nos dirigeants à être beaucoup plus pacifiques. Vous êtes le modérateur en fait. Moi, je crois qu'au fond, je vais dire, ce qu'il dit est tout à fait vrai, mais il y a quand même deux éléments qu'il faut noter. La première, c'est que pour l'instant, je souhaite que la fédération le fasse. Il faut que la fédération ivoirienne de football communique sur les sanctions qu'elle prend. Généralement, on a tendance à ne pas en parler parce qu'on ne veut pas livrer à la vindicte les personnes qui sont sanctionnées. Mais je crois qu'il faut arriver à la communication des sanctions qui sont prises à l'encontre des dirigeants qui se comportent de façon contraire au règlement. D'accord. Ensuite, au niveau de la sécurité des matchs, il faut faire en sorte qu'on n'ait plus seulement 1 ou 2 policiers, mais qu'on ait un cordon suffisant pour empêcher les entrées intempestives sur l'aire de jeu. Matchs, il y a quand même un certain nombre de... Non, je peux vous dire, en général, le dispositif est très léger parce que, effectivement, sur nos terrains, ce sont des scènes qui sont assez rares, des scènes de bagarres, de personnes qui viennent sur le terrain. C'est assez rare. Il y a quelques cas, c'est pour ça qu'on les remarque vraiment de façon importante. Mais moi, je trouve qu'il faut effectivement mettre en place un dispositif qui anticipe sur les risques. Parce qu'il ne faut pas attendre que ça survienne pour qu'on... C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre ce dispositif en place. Il existe depuis toujours, en fait. L'histoire nous montre que les supporters ivoiriens n'ont jamais été assez violents. Mais il y a tout simplement que depuis quelques années, depuis que le CEWE a changé la donne, l'Africa Sport et la SEC étaient un peu leader depuis des années. Le CEWE qui vient, le petit CEWE qui vient, qui booste un peu et qui devient leader pendant 3 ans. Tous les clubs veulent faire la même chose et les supporters les accompagnent parce que c'est devenu passionnant. Ce n'est plus qu'un football. On va s'asseoir pour regarder. Désormais, on veut être également sur le terrain pour chuter. Il faut qu'ils mettent leur passion et leur rage et tout ce qu'ils ont sur le terrain pour le spectacle. Ce serait vraiment bien pour tout le monde. Et puis on revient donc au stade d'Abidjan. Vous avez dit qui est l'une des meilleures attaques de ce championnat. Le stade d'Abidjan qui est une équipe qui est en forme, qui bouscule les grands. Maintenant, 4e à la tête donc de ce championnat. Benson Piraka, non pas Sébastien. Benson Piraka s'est penché donc sur le stade d'Abidjan qu'il trouve en forme. C'est assurément l'équipe en forme de cette deuxième partie de la Ligue 1. Le stade d'Abidjan, journée après journée, est en train de redevenir le stade d'Abidjan, c'est-à-dire un club qui compte à nouveau dans le Gotha du football ivoirien. 4 journées après la reprise, les Bleus et Rouges n'ont concédé aucune défaite, alignant 2 matchs nuls face à la FAD et à la JCAT et 2 victoires probantes aux dépens de l'Africa Sport d'Abidjan et du Sporting Club de Gagnoa. Les Yéyés sont donc désormais 4e au pied du podium. Et le meilleur buteur de ce championnat est dans leur rang. La sérénité est-elle de retour? Et pour longtemps, chez les stadistes, les dirigeants veulent y croire, qui multiplient les gestes susceptibles de booster le moral des joueurs. Vous avez gagné l'Africa 3-0. Et puis, où on ne vous attendait pas, c'est à Gagnoa. J'ai dit au capitaine, gagnez ce match-là. Et quand vous le gagnerez, moi je vous attendrai à Abidjan pour payer vos prix. Vous avez un joueur qui a cassé une de ses jambes. J'ai décidé qu'à partir de cet instant-là, à partir d'aujourd'hui, toutes vos primes de match, Diabaté sera dedans. La sagesse populaire africaine nous l'enseigne. Dans la vie, ce n'est pas celui qui a faim qui mange, c'est celui qui a la nourriture. Alors le stade qui a battu les 3 premiers de ce championnat ne veut plus rêver de podium. Il veut se donner les moyens d'y monter. Et à ce niveau, toutes les places l'intéressent. Voilà donc le stade d'Abidjan avec qui il faut compter maintenant. Et je pense que c'est tant mieux parce qu'on a quand même connu une grande équipe du stade d'Abidjan. Et depuis un moment, on ne la retrouvait pas, on ne la sentait pas dans ce championnat. Et le stade d'Abidjan qui est en train de remonter, 4e pour l'instant et qui a de très belles dispositions. Donc on s'attend à un meilleur visage encore pour la suite.
Oui, parce que c'est la meilleure attaque en ce moment. C'est une attaque qui crache du feu, qui marque beaucoup de buts, qui vraiment concrétise ses occasions, se crée beaucoup d'occasions de buts et concrétise le maximum. Il faut simplement que l'équipe améliore un peu sa défense parce que c'est une défense qui prend encore beaucoup de buts. Ouais. Mais je crois que l'élan qui est là, si les dirigeants arrivent à maintenir l'homogénéité du groupe, la cohésion au sein du groupe, je pense que c'est une équipe qui devrait terminer parmi les 2-3 premiers de ce championnat. Cela dit, le Stade a un passé qu'on peut toujours saluer, mais je note qu'on revient sur le même modèle qui a fait la force du Stade à l'époque, c'est-à-dire c'est le modèle du grand dirigeant, c'est-à-dire de l'homme qui a à un certain moment donné des ressources, qui est capable d'avoir de grandes ambitions. Mais je souhaite que derrière le grand homme, il y ait la grande organisation, c'est-à-dire la popularité, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui apportent au club une structuration plus dense et que cela ne tienne pas à une et une seule personne. Il fait beaucoup, le président. Moi, je voudrais le féliciter pour ce qu'il a fait. Mais en même temps, je souhaite qu'il arrive à associer autour de lui beaucoup de personnes parce que personnellement, on a vu Mondon qui a fait beaucoup et il est parti, le Stade est parti comme si, voilà, une montagne qui tient à un seul homme, c'est toujours quelque chose qui peut s'écrouler à tout moment. Je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes, que tous les stadistes, les anciens yéyés, tous ceux qui sont capables d'apporter à cette équipe un minimum de structuration, d'organisation, de professionnalisme, viennent se joindre au président pour que cela ne dépende pas d'une seule personne. Salif. 22 buts inscrits, 13 buts encaissés, et soit 6 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Le Stade d'Abidjan apparaît comme la bête noire de ces clubs qui se disent favoris. Vous verrez tout simplement que la 5e journée, le Stade d'Abidjan a battu l'AS Standa 2-0. Vous verrez encore la 9e journée, le COE a calé 3-3. Le COE qui est souvent tombé d'ailleurs de ce championnat. Le Stade d'Abidjan a battu la SEC 1-0. Le Stade d'Abidjan a battu l'Africa 3-0 à la 16e journée. 17e journée, SC Gagnoa AS Standa 2-0. Pour le Stade d'Abidjan, pardon. Donc cela veut tout simplement dire que le Stade est dans une nette progression. Comme Bakayoko Kapi l'a dit, il faut tout simplement donner une bonne administration, une bonne architecture à cette équipe. Et puis je pense que les ambitions africaines seront assurées. On espère. Et pour les autres résultats, le Stella Club d'Adjamé a battu l'AJCAT par 1-0. Oui, le Stella est, j'aurais dit, respectueux de sa ligne en dents de scie. C'est une équipe qui, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Le Stella allie toujours le bon et le moins bon. Année après année, depuis le temps où nous on jouait encore, ce Stella a été comme ça. Ce n'est pas l'équipe qui joue les premiers rôles, ce n'est pas non plus l'équipe qui va descendre. C'est une équipe qui se maintient, qui a un bon niveau, qui est toujours aux côtés des grands, mais qui parfois sur des saisons peut perdre des matchs où on pense que l'équipe va gagner. C'est une équipe qui, vraiment, c'est impressionnant, qui en dents de scie, constamment. Ouais. Donc, demain, vous voyez, cette équipe peut surprendre n'importe laquelle des équipes classées premières. Et puis après, se laisser battre par la dernière du classement. Parce que c'est ça le Stella. Il y a une inconstance que je n'arrive pas à expliquer. Et en face, il y avait donc l'AJCAT qui n'a marqué aucun but. Et l'AJCAT qui a été justement l'une des rares victimes du champion en titre, le COE Sport de San Pedro. C'était lors de la 13e journée. Et puis hier, le COE Sport de San Pedro a signé sa 3e victoire en 17 journées. À part l'AJCAT, seul l'Africa a offert les 2 victoires du COE Sport de San Pedro au match aller et au match retour. Le COE a donc battu l'Africa Sport par 2-0. Et puis du côté de Katiola, Korogo a fait match nul face à l'Asie d'Abengourou. Le Sporting de Gagnoa, on l'a vu dans les images, le Sporting a été battu par le Stade 0-1. Et puis le match de l'ASEC Mimosa, lui, se jouera le 7 mai au Stade Robert Champroux. Ce sera face à Boaké. Mais avant, l'AFAD est tombé face à Tanda, 1-2. Donc 2 pour Tanda. Et puis le Denguele a marqué 2 buts face à la SOA, 1 but. On va voir maintenant le classement de cette 17e journée.
le classement de cette 17e journée. On retrouve l'ASEC Mimosa toujours en tête. On va commenter, hein. On va commenter, Capit. L'ASEC Mimosa qui a un match en moins, qui est pour l'instant en tête avec 33. Donc, quel que soit, on va dire, son résultat, l'ASEC demeure première à l'issue de cette 17e journée. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'ASEC doit jouer contre Boaké et l'ASEC donc pas favori. Je pense que l'ASEC va engranger 3 points de plus, donc l'ASEC va passer à 36 points, donc 5 points de plus que l'équipe qui suit, c'est-à-dire Gagnoa. Je pense que l'ASEC va prendre à partir de maintenant là, va faire un grand pas vers le titre. Ce sera difficile de déloger l'ASEC, surtout si le parcours en Coupe d'Afrique continue sur sa lancée. En tout cas, tel que cela se présente. Oui, ils seront plus en confiance. Il s'agira de jeunes gens qui viendront un peu de haut, avec une plus grande cohésion, avec l'expérience africaine, parce que c'est tout autre chose. Quand on joue à un certain niveau, on dit qui peut le plus, peut le moins. Donc, quand on joue à un certain niveau et qu'on revient beaucoup plus bas... Ne demandez pas à Yacouba de le dire. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. D'accord. Alors, donc, dans ce classement, on a donc l'ASEC Mimosa en tête, suivi de Gagnoa. Et la Estanda est 3e. Le COE Sport de San Pedro, qui a réussi à monter un peu à la 13e place, alors qu'ils étaient 14e. Ça fait une place de gagner, c'est déjà ça. Et puis Boaké FC, qui végète à la 14e place de ce classement. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, le COE et Boaké FC, comme vous aimez à le dire, serait donc en 2e division. C'était l'essentiel, hein, de la 17e journée de la Ligue 1. Une journée qu'il n'a pas pu voir, lui. Il n'a pas eu le temps d'apprécier cette journée. Il s'agit bien sûr de Dieng Ousseinou, ancien patron du football ivoirien, 1990-2002. Il s'en est allé vendredi. Un hommage lui est rendu par Benson Peraka. Nous voyons perdant, mais Dieu merci, nous sommes arrivés à Ziguinchor. Et là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire, hein? Tout le peuple de Ziguinchor nous avait adoptés. Nous avaient adoptés et ils avaient pris faille cause pour la Côte d'Ivoire. Pour les Ivoiriens et pour la postérité, il restera le premier président de la Fédération ivoirienne de football, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le dimanche 26 janvier 1992, à Dakar. Dieng Ousseinou est décédé vendredi, après de longs mois de combat contre la maladie. Cadre émérite, il avait mis son expertise au service de l'administration ivoirienne et notamment des impôts. Plus tard, il fera de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, l'une des plus performantes d'Afrique et l'une des plus réputées dans le monde. C'est surtout dans le monde du football qu'il s'est forgé une réputation indélébile. Dirigeant de l'ASEC Mimosa pendant de nombreuses années, il prend les rênes de la fédération suite à la nomination de René Dibi au ministère des Sports. À ce poste, il écrira l'une des plus belles pages de l'histoire du football ivoirien en termes de palmarès. Outre la CAN gagnée à Dakar, Dieng Ousseinou est également vainqueur de la Ligue des Champions avec l'ASEC Mimosa en 1998, vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe avec l'Africa en 1992, vainqueur de la Coupe CAF avec le Stella en 1993, sans oublier les 2 Super Coupes d'Afrique en 1993 et en 1999. Dieng Ousseinou était aussi un ami de la presse sportive qu'il avait affectueusement surnommé le Serpent ou encore Garincha, pour souligner sa dextérité à contourner les difficultés et les obstacles qui se dressaient devant lui. Ça me donne même des larmes aux yeux parce que c'est incroyable. Hein? C'est vraiment incroyable, vous le dites bien, nous avons aussi les larmes aux yeux en vous voyant partir ainsi. Oui, c'est toujours difficile de voir partir ceux qui ont œuvré, ceux qui ont posé des actes, ceux qui ont pensé à la postérité. Moi, je retiens de Dieng Ousseinou tout le travail qu'il a fait à la Fédération ivoirienne de football, parce qu'il a succédé, on l'a dit dans le reportage, au docteur René Dibi, qui avait été élu président, puis qui a été nommé ministre, donc qui a dû laisser la présidence. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que c'est vrai que mon géniteur, il s'appelle Capi, mais mon père spirituel, c'est docteur René Dibi. Donc j'étais de ceux qui devaient assumer les rênes de cette fédération. Et nous avons été heureux de voir que Dieng Ousseinou, qui a pris la suite, a apporté à cette fédération la dimension que nous rêvions
le docteur René Dibi et tous ceux avec moi qui travaillent avec lui pour donner à notre football une dimension plus structurée, plus organisée, plus performante. Et à partir de lui, Anoma et tous les autres ont suivi la même dynamique pour faire en sorte que notre football aujourd'hui soit un des mieux organisés en Afrique. Je voudrais donc saluer cet homme, prier pour que il soit récompensé au mérite du travail qu'il a fait pour tous les sportifs ivoiriens. D'accord. Hommage à lui donc. Et puis le football ivoirien a été honoré par le ministère des Sports. Il s'agit des anciens de 1958. Vous n'étiez pas encore né, non? Même moi. Même moi, je n'étais pas encore né. C'était encore l'époque coloniale. Ils y sont allés. Ils ont bataillé dur au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la patrie. Ils sont revenus avec un trophée. Le reportage. Conciliabule, disposition coutumière et protocolaire. Les larmes aux yeux, Boyini Moïse, plus connu sous le pseudonyme Hirondelle, premier capitaine de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, a reçu le jeudi 30 avril à son domicile à Grand Bassam une reconnaissance nationale qu'il attendait depuis 57 ans. Il y a 57 ans, plus précisément en 1958, le capitaine Boyini Moïse et ses coéquipiers venus de la colonie française, la Côte d'Ivoire, remportaient à Dakar au Sénégal le trophée du championnat d'Afrique de l'Ouest française. Un symbole pour la famille Boyini. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est que c'est lui qui a affilié la FIF à la CAF en 1963. Il a été longtemps trésorier de la FIF, mais il a été oublié. Nulle part dans les archives, on ne retrouve les exploits de papa. Même son de cloche à Treichville, où trois anciens coéquipiers de l'aventure dakaroise, Emmanuel Guédé, Julien Da et Joseph Baba, n'ont pas oublié de décrire cette partie de leur histoire, cette longue attente. Nous avions pensé que nous avons été oubliés. Nous, anciens, là, on peut nous poser des questions, mais les gens se taisent. Comme il n'y a pas eu de footballeur en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que 3 fois on a passé à côté. Ça nous a fait fâcher. C'est pas normal. Il y avait un secrétaire qui disait que j'ai giflé les joueurs. Un penalty, toi c'est un penalty. 11 mètres, 7 mètres 42. Tu loupes ça. On veut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, Baba Joseph, tu mérites la gifle. Principal artisan de cette reconnaissance nationale, le ministre Alain Lobognon a longuement écouté ceux qu'il appelle les précurseurs du football ivoirien. Dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a mobilisé un budget mensuel qui est remis aux anciennes gloires. Cela depuis 2011. Mais le chef de l'État a estimé qu'il fallait également décorer ceux qui ont mérité de la nation. C'est donc réparer un tort qui a été fait à des sportifs méritants. Octogénaires pour la plupart, il ne reste plus que 6 joueurs des 22 de cette année 1958. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. Alors, messieurs, c'est très émouvant de voir qu'on a pensé à ces personnes-là, parce que moi, personnellement, je trouve inutile de décorer quelqu'un à titre posthume. Donc, de reconnaître les mérites d'un athlète de son vivant, c'est vraiment formidable. Mais j'espère que ce n'est pas seulement la photo là qu'on a vue qui a été remise à ces champions. Il n'y a pas eu que la photo. J'étais personnellement sur le reportage. J'ai vu ces vieillards pleurer à chaudes larmes. Ils attendaient cette récompense, cette reconnaissance nationale depuis des années. La famille attendait, les enfants attendaient et c'était devenu une sorte de crispation, un dialogue qui ne passait pas entre parents et enfants parce que tout simplement, parents qui pensaient avoir accompli un devoir pour la nation et la nation qui ne reconnaissait pas ce devoir. Mais il y a eu des enveloppes. Heureusement.
heureusement, il y a eu ce geste salvateur du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, qui a bien voulu, en plus des médailles et des posters que vous avez bien vus, accompagner ces retraités avec la somme de 500 000 pour chacun d'entre eux. D'accord. En tout cas, félicitations. Et puis on espère que ce geste va se poursuivre avec d'autres, non seulement au niveau du football, mais au niveau du handball, au niveau du basket. Ils sont au nombre de 12 athlètes à avoir été récompensés. Oui. La délégation a poursuivi jusqu'à Issia. Le ministre a estimé qu'il fallait qu'il se déplace lui-même parce qu'il n'était plus de cet âge qui leur permettait de se déplacer assez facilement. Donc à Issia, il y a eu des athlètes, notamment des nageurs, des handballeurs qui ont été récompensés en plus de ces footballeurs. Ils sont au nombre de 12 au total qui ont été récompensés, qui sont des anciennes gloires qui avaient été ça et là oubliés par la nation. En tout cas, merci au ministère des Sports et à l'État ivoirien de reconnaître le mérite de ces athlètes. Quant à elles, elles sont attendues du côté du Canada, à Ottawa. Il s'agit des Éléphantes de Côte d'Ivoire qui se préparent pour la Coupe du monde de football de leur c'est de leur discipline, ouais. Elles se préparent depuis 10 jours du côté du Centre technique national de Bingerville. Depuis mardi, donc, elles sont au vert. Un match de préparation s'est déroulé cet après-midi et Fatima Sibé y était. Le Canada accueillera du 6 juin au 5 juillet la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015 à laquelle la Côte d'Ivoire aura l'honneur de participer pour la première fois de son histoire. Alors à J-33, nous avons tenu à prendre des nouvelles de notre sélection nationale, mais à moins d'un mois de la compétition, le constat est alarmant. Pour parler du dernier match officiel des Ivoiriennes, il faut remonter à octobre 2014, date de la petite finale du championnat d'Afrique féminin de football 2014 face à l'Afrique du Sud. Depuis, les filles de Clémentine Touré ont disputé en stage externe 9 matchs face à une formation masculine de moins de 16 ans. Une formation pas à la hauteur d'un événement aussi important. Nous avons donc hâte de savoir la suite du programme des Ivoiriennes. Alors, nous avons tendu notre micro au coach de la sélection féminine. Nous faisons le maximum vraiment pour donner quelques rudiments à nos filles. Nous savons que le mondial sera vraiment très difficile parce que au niveau de la préparation, il faut dire, nous avions souhaité autre préparation que celle que nous avions fait. Nous savions comment l'Allemagne s'est préparée. Nous avions vu les matchs amicaux que l'Allemagne a disputés. Nous savions comment notre adversaire de la Norvège s'est préparé et les matchs amicaux également que ces pays ont disputés. Pareil pour la Thaïlande. La Côte d'Ivoire compte sur son talent. Juste les qualités que ces enfants ont. Nous comptons sur ces qualités pour pouvoir vraiment aller au-delà, nous surpasser. Et donc, à ce mondial, nous mettons l'accent sur la psychologie, c'est-à-dire au niveau du mental, vraiment amener les filles à avoir un mental fort pour aborder cette compétition. Lorsqu'on sait qu'en match amical, les Allemandes ont explosé les Brésiliennes, championnes en titre d'Amérique du Sud, score 4-0, que les Pays-Bas se sont difficilement défaits de la Norvège 3-2, nous nous inquiétons sérieusement de la qualité de la préparation des Ivoiriennes pour ce rendez-vous mondial, d'autant plus que le sort les a logées dans le groupe B, où elles devront se défaire de l'Allemagne, première nation féminine au tableau de la FIFA, de la Norvège, classée 11e, et de la Thaïlande, 29e. À environ moins d'un mois de la compétition, les Ivoiriennes sont loin, très loin, à tous les niveaux. 67e au niveau du classement FIFA, au niveau de la préparation, pas de date, pas de nom de nation, pas de regroupement extérieur prévu pour l'acclimatation des Ivoiriennes, alors qu'elles évoluent presque toutes en Côte d'Ivoire. Au niveau de la préparation physique, comme vous pouvez le constater sur ces images, elles font avec les moyens de bord au Centre national technique de Bingerville. Nous nous arrêtons là pour tirer la sonnette d'alarme, car c'est le drapeau ivoirien qu'elles représenteront. Alors pour éviter l'humiliation, il est encore temps de réagir. Cri du cœur donc aux autorités compétentes. Nous sommes à J-33. Nous sommes d'accord avec le tableau que vous avez dressé, Fatima Sibé, entièrement d'accord, parce que nous pensons aussi qu'à jour J-33, eh bien, les Ivoiriens ne devaient même plus être à Abidjan. Elles auraient pu être à Abidjan si Abidjan servait de base pour des matchs. S'il y avait de bons sparring partenaires pour fournir des matchs. On l'a souvent dit ici, lundi dernier nous en parlions encore, l'entraînement ne peut jamais remplacer la compétition, ne peut jamais remplacer les matchs. Il faut pouvoir, après avoir acquis des connaissances, confronter ces connaissances à celles d'autres personnes en face pour voir nos limites.
pour voir nos possibilités de progression. Tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas cette mesure, on n'a aucun moyen de voir si nous évoluons, si nous n'évoluons pas. C'est-à-dire que là, elle s'entraîne, mais aujourd'hui, l'entraîneur ne peut pas dire quel est le niveau réel auquel tout le travail qu'elle a fait mener par les jeunes filles, quel est le niveau auquel elles sont arrivées aujourd'hui. On n'a pas de mesure parce que la mesure, c'est les matchs. C'est pour cela d'ailleurs qu'on souvent explique ici aux téléspectateurs que les matchs, le but, ce n'est pas de gagner. Le match, le but, c'est de tester des choses. Des choses qu'on a apprises, il faut les mettre en jeu, il faut les mettre à exécution et voir ce que cela donne comme résultat. Face à un adversaire, est-ce qu'on arrive à continuer un adversaire dans des situations de jeu particulières que nous recherchons? Est-ce que nous créons des occasions? Est-ce qu'on arrive à concrétiser? C'est toutes ces questions que l'entraîneur regarde pour améliorer son travail. Quand on n'a pas cette mesure, là, je suis un peu dubitatif parce que c'est un peu difficile pour elle quand même. C'est une Coupe du Monde. Normalement, elles sont contentes d'y aller, c'est ça. mais elles sentent bien que ce ne sera pas du tout facile. Ce ne sera pas du tout facile parce que c'est une Coupe du Monde. On a de grandes nations du football féminin dans cette compétition. L'entraîneur Clémentine Touré tire déjà la sonnette d'alarme en le disant tout à l'heure dans son interview. Attention, nous ne sommes pas assez contents de cette préparation parce que tout simplement, nous ne pensions pas être là actuellement. Cela veut tout simplement dire que l'équipe, l'encadrement technique lui-même n'est pas satisfait de cette préparation. Donc, ne soyons pas surpris. Croisons encore les doigts parce que nous sommes Ivoiriens et nous espérons toujours quand une de nos équipes est en compétition. Mais en écoutant l'entraîneur, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dit. Voilà. Donc on espère que l'équipe sera prise en compte pour la préparation afin de pouvoir mieux représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est la première participation. C'est une nation qui n'a pas encore, de palmarès à la Coupe du Monde, mais il ne faut pas qu'on se résigne. Il ne faut pas qu'on dise, bon, on va vous participer, on va faire les 3 matchs et puis on revient, quoi. Mais bon, on a confiance en cette équipe ivoirienne. Vous étiez à Bondoukou ce week-end pour un tournoi. Avant de nous en parler, juste donner cette information d'un autre tournoi qui s'est déroulé. Il s'agit bien du tournoi Nanan Amon Toku 1er, doté du trophée Zoro Epiphane Balo. FC Apiakro était face à Otemka, 1-0 pour Apiakro. Et puis Yapi FC a battu Alakro, 3-0. Capit. Vous étiez à Bondoukou. Vous savez, Bakayoko Capi, ces tournois rassemblent la population. Ils viennent communier, ils viennent voir les talents, les quelques talents des différents athlètes qu'ils ont. Ça et là, des départements, des villages, d'amour en amour, il se passe le message. Ils n'ont ni besoin de la télévision, ni de la radio, ni des journaux. Une chose est sûre, il y a un stade à l'intérieur du pays qui s'appelle le stade Moroma Mawele. C'est-à-dire personne n'appelle personne. Ils vont s'y retrouver, ils vont jouer au foot, ils vont regarder, ils vont bavarder et après le soir, ils rentreront tranquillement à la maison. C'est cette passion qu'ils ont partagée à Bondoukou. Ah oui, et le tournoi portait le nom du président de la République. On en revient tout de suite. Le temps de suivre le reportage. Visite sur le chantier du CAFOP de Bondoukou. Message d'explication et résumé de la récente convention du RHDP. Noël Kofi Maïzan, secrétaire national du RDS chargé du suivi et de l'évaluation, peut enfin donner le coup d'envoi du tournoi de l'émergence doté du trophée Alassane Ouattara. À partir du samedi 2 mai, les villes, villages et hameaux appartenant à la région du Gontougo seront aux prises. Nous avons une vingtaine d'équipes réparties en 5 poules. On peut par exemple prendre au niveau de la poule A, l'équipe de Sabié Sport de Koumalasso, l'équipe de Mela de Soko, il y a le Yogi de Yezumala et puis il y a l'équipe de Laodiba. Maintenant au niveau de la poule B, il y a le FC Zanzan de Cardulasso. Poule C, il y a le Kara de Malarasso. Poule D, il y a l'équipe de Boca Junior de Donzoso. Et puis au niveau de la poule E, il y a l'étoile filante de Jiminiso qui est tête de poule. Pour symboliser le lancement du tournoi, un match opposant les fils de Soko en vert à ceux de Koumalasso en jaune. Une rencontre assez relevée qui s'est terminée sur le score de 0-0. L'idée de base de lancement de cette coupe, c'est d'apporter notre contribution, notre appui
à tous les actes majeurs de développement que le président de la République entrevoit dans notre pays, mais évidemment également dans notre département. C'est aujourd'hui le départ, j'ai été particulièrement ému. Je suis heureux que ce tournoi puisse démarrer et qu'il puisse rassembler. Débuté le 2 mai, le tournoi de l'émergence doté du trophée du président de la République, Alassane Ouattara, prendra fin le 13 juin avec de nombreux invités surprises annoncés. C'était donc l'ouverture de ce tournoi qui s'est déroulé sur le stade Boroma Morowele de Bondoukou. D'accord. Non, je le dis et je l'explique de façon historique à l'intérieur du pays. Vous savez, il y a le stade municipal. Oui. Et à côté, il y a toujours un stade que tous les jeunes fréquentent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... Parce que le stade municipal n'est pas entretenu, certainement. De façon commune, ils appellent ces stades-là, que ce soit à Séguéla, à Bondoukou, à Koro, à Ferké, à Kong, je ne sais pas. Ils appellent toujours ces stades-là le stade Moroma Morowele. D'accord. Voilà. Alors, et à Daloa, il y a eu donc les 11e et 12e journées du championnat national de Maracana. Oui, les 11e et 12e journées du championnat national de Maracana se sont déroulées à Daloa. Nous sommes bientôt presque à la fin des phases qualificatives. Oui. Après Boaké, désormais on saura qui va à Yamoussoukro au niveau du Maracana. Le reportage donc de ces 11e et 12e journées du côté de Daloa. Daloa a abrité les 2 et 3 mai les 11e et 12e journées du championnat national de Maracana. 2 journées chaudes pour les 5 clubs de la zone ouest. Le Maracana Club de Bio, le MC de San Pedro, le Club des Amis Maracaniers d'Issia, le CAM de Saint-Fra et le Maracana Club de Daloa. Tous à l'affût des 2 tickets pour les phases finales de Yamoussoukro. Plus aguerris devant le but adverse, après les phases aller et retour, Daloa et Issia sont les qualifiés de la zone ouest. Ça a été dur. Avec l'aide de Dieu, nous sommes qualifiés pour Yamoussoukro. Ça sera notre première participation. On va faire l'effort de représenter dignement le département d'Issia. Pourquoi pas nous rapporter le trophée? C'est notre objectif cette année. Ça fait au moins 4 ans que nous sommes derrière cette équipe-là. Rendez-vous le 9 et 10 mai à Boaké pour la dernière étape des phases qualificatives du championnat national de Maracana. Et toujours du Maracana avec le tournoi du ministère de la Poste et des Technologies. Il s'agit bien sûr de célébrer la fête du travail. Ce ministère, bien sûr, a organisé un tournoi. La compétition s'est déroulée au Vitib de Grand Bassam, Ange Alain Assoukro. La fête du travail a été l'occasion de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe au sein du ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Cela à travers un tournoi de Maracana réunissant le ministère et ses structures sous tutelle. Chez les femmes, la finale oppose la Poste de Côte d'Ivoire en jaune à l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques en blanc. Le but de Candide Corée permet à la Poste de Côte d'Ivoire de remporter le trophée. La première demi-finale des hommes oppose le Vitib, village des technologies de l'information et de la biotechnologie en vert, à l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, en orange. 1-0 pour les verts de Vitib grâce à Ange Aboua. Vitib passe donc le contrôle de l'ARTCI et rejoint la finale. La deuxième demi-finale des hommes entre la Poste de Côte d'Ivoire en jaune et l'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications en blanc, est très disputée. Score de parité, 1 but partout au terme du temps réglementaire. La Poste obtient son timbre pour la finale au tir au but. La finale des hommes oppose Vitib en vert à la Poste de Côte d'Ivoire en jaune. Sila Yakouba de la Poste inscrit l'unique but de la finale. Le directeur de cabinet du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, André Apété, remet le trophée du vainqueur à Isaac Yao Nyamba, le capitaine de la Poste de Côte d'Ivoire. La Poste de Côte d'Ivoire est donc le grand vainqueur de cette deuxième édition du tournoi de la cohésion du ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Cette année 2015 est l'année de la Poste de Côte d'Ivoire. Nous venons de démontrer avec le doublé trophée hommes et dames que nous sommes de retour. La Poste is back.
programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. Et puis cette information de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité 2015, notamment pour les préparatifs du championnat du monde de Kung Fu à Jakarta, en Indonésie. Ce sera en novembre 2015. Cette fédération organise le championnat individuel de Côte d'Ivoire junior et senior dans les catégories féminines et masculines en Taolu. C'est une technique, et en Sanda, c'est du combat. Le dimanche 10 mai à 8 h au Palais des Sports de Trècheville. Salif, on est passé, c'est vrai, sur Bondoukou. Nous avons oublié de demander, est-ce que vous avez eu des nouvelles du Sacraboutou et de... C'est Bouna? Le Sabé Sport de Bouna et le Sacraboutou de Bondoukou ont été longtemps moteurs de joie des populations du Zanzan. Vous savez, le Zanzan, de façon historique, a toujours été une zone qui vibre fortement quand on parle de football. Il se trouve que depuis quelques années, le Sabé Sport de Bouna y va à reculons, le Sacraboutou également. Pourquoi? Les acteurs interrogés et les différentes pistes que nous avons essayé d'égrener nous ont fait ressortir que depuis quelques années, ces deux clubs sont en perte de vitesse financièrement. C'est le véritable souci aujourd'hui au niveau du Sabé Sport de Bouna et le Sacraboutou de Bondoukou. Pourquoi nous en parlons? Parce que dans l'histoire, c'était des clubs qui faisaient vraiment vibrer la région. Quand on parlait du déplacement du Sacraboutou, c'est prioritairement, principalement, beaucoup de populations qui voulaient venir assister à ces différentes rencontres, que ce soit à Abidjan, à San Pedro, n'importe où, ils veulent y être parce que ces populations ont toujours été dans le football, bercées par ce ballon rond. On ne sait pas pourquoi. Et depuis quelques années, hélas, c'est l'AS Standa seulement qui fait vivre au niveau du football cette région. Depuis quelques années. Depuis quelques années également. D'accord. Vous avez connu le Sacraboutou, je vois, vous avez connu ces grandes équipes de Bouna. Oui, on a connu les grands noms du Sacraboutou, même le Sabé Sport de Bouna. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le même modèle. C'est le modèle de personnes passionnées, à la limite parfois pour leur famille de la folie, parce que ce sont des personnes qui se sont investies, qui s'investissent. Quand je prends ne serait-ce que le cas du Sabé qui est encore là, on sait que c'est le président Karim. Le président Karim, aujourd'hui, je souhaite encore prompt rétablissement au président Karim. Il n'est pas en bonne santé. Et donc, du coup, son club est touché par cette situation. S'il y avait une structuration, comme je l'ai demandé tout à l'heure, plus forte, avec des personnes, une organisation, quelque chose qui peut prendre le relais, ou en tout cas être dans la digne exécution du grand homme qui est là, le Sabé serait encore un des premiers du championnat ivoirien, parce que pendant un moment, le Sabé a côtoyé le haut du championnat. C'est sûr, oui. Mais aujourd'hui, le Sabé ne peut pas, parce que le président n'est pas dans les conditions pour offrir les meilleures conditions de travail à l'équipe. C'est ça. On a vu beaucoup de clubs disparaître de cette façon à l'intérieur du pays, même à Abidjan. Tous nos clubs passent un peu par cette réalité. Aujourd'hui, le seul club qui a réussi vraiment à bâtir quelque chose de stable, avec une structuration qui peut survivre au président, c'est la SEC d'Abidjan. Alors, on l'a vu, l'Africa traverse la même difficulté. Le Stella, le président Bictogo fait comme il peut, il fait beaucoup. Vous voyez tous les clubs de l'intérieur. On a connu à l'époque le CO Boisflé, qui était un club brillant, mais qui a disparu lorsque le président Traoré, qui était là, a laissé les rênes. Non, c'est un modèle qu'il faut dépasser, parce que ce n'est pas un modèle de pérennité, c'est un modèle pour un moment, pour le temps de celui qui assure un leadership fort avec ses ressources. D'accord, et puisqu'on parle du Sacraboutou, on va souhaiter un prompt rétablissement à Kofi Sakra. Kofi Sakra, donc, qui se remet d'une grosse fatigue. Bon prompt rétablissement à vous
Kofi Sakra, il est réalisateur ici à la télévision, il était au sport. Voilà, les juniors pour l'unité du mouvement des Focolari, à l'instar des autres pays du monde, ont couru pour renforcer les liens d'unité dans le monde. Cette course s'est tenue ce dimanche 3 mai dans la commune de Cocody. Boris Bawa, Salif Ouattara. Adolescents et adultes courent pour témoigner leur engagement pour la paix et l'unité dans le monde. À 11 h, les coureurs prennent le départ. Ils quittent le terrain de Blocos pour le lycée classique. Cette course organisée par les juniors du mouvement Focolari n'a connu ni vainqueur ni vaincu. C'est de montrer aux yeux du monde, de la Côte d'Ivoire, que nous jeunes, peu importe notre ethnie, notre religion, notre appartenance politique, nous pouvons tous ensemble marcher et montrer que nous pouvons être unis et aller de l'avant. Le but de créer la fraternité universelle, de briser les barrières qui séparent nos différents peuples, de parvenir à une unité dans le monde entier. Le mouvement Focolari est une somme d'actions catholiques et œcuméniques partie d'Italie. Il regroupe aujourd'hui les jeunes de différentes confessions religieuses, de toute ethnie et de toute composante politique. Âgés de 10 à 18 ans, ils œuvrent pour la paix et l'harmonie entre les peuples. Ainsi, des jeunes de 85 pays sur les 5 continents courent le même jour pour se souvenir d'appartenir à un réseau. Leur philosophie, un filet qui veut soulever le monde. Nous nous sommes donné rendez-vous à 11 h pour démarrer. Chacun sur son fuseau horaire. De 11 h à midi, il y avait cette marche pour la fraternité. À midi, on s'est arrêté pour 1 minute de prière ou de silence selon les croyances. Le mouvement Focolari, par ses actions à travers le monde, se veut un relais planétaire pour relier la Terre comme un arc-en-ciel de paix et d'unité. Et puis les gendarmes ont couru pour la 2e édition du Cross de la cohésion de leur corporation. C'était à Yamoussoukro. 2 distances étaient au menu de ces courses. 8 km pour les seniors et 4 km pour les vétérans. Anja Soukro. La 2e édition du Cross de la cohésion est organisée par le Bureau sport de la Gendarmerie nationale et la 6e Légion de gendarmerie de Yamoussoukro. Cette compétition regroupe des gendarmes venus de toute la Côte d'Ivoire, des forces républicaines, des forces paramilitaires et des civils. La fête du sport, qui naguère n'intéressait que les athlètes engagés, est en passe de devenir aujourd'hui une fête populaire grâce à votre présence massive. Et cela démontre à juste titre la parfaite symbiose naissante entre les populations et leur armée. Ce réchauffement des rapports de confiance mutuelle augure d'un lendemain meilleur pour la paix dans notre cher pays. Cette année, nous sommes en pleine année électorale. L'armée ivoirienne, comme la population ivoirienne, a besoin de cohésion, a besoin de solidarité. Au programme de l'édition 2015, 8 km pour les seniors et 4 km pour les vétérans. Sur les 8 km, l'élève sous-officier Eunutano arrive en tête. Son temps, 29 minutes 47 secondes. Il est suivi des élèves sous-officiers Amadou Soro et Amani Yao. Les 3 lauréats sont issus de l'école de gendarmerie de Torogwe. Au classement par équipe, l'école de gendarmerie de Torogwe arrive en tête, suivi de l'école de gendarmerie d'Abidjan et de la 6e Légion de gendarmerie de Yamoussoukro. Sur les 4 km, le maréchal des logis-chefs Marius Daïré de l'école de gendarmerie d'Abidjan est le premier des vétérans. La 2e place est occupée par le maréchal des logis-chefs Ambroise Kouakou du groupement de commandement et des services du commandement supérieur et la 3e place pour Eugène Gras de la 2e Légion de gendarmerie de Daloa. Du tennis à présent, sous l'égide de la Fédération de tennis, le Tennis Club Golf Hotel a organisé sur ses cours la 2e édition du tournoi de la Fête du Travail. Plusieurs catégories d'athlètes étaient en lice pour les différentes confrontations. Le récit de Aude Alébé.
3 jours pour évaluer et apprécier la cinquantaine d'amateurs qui a pris part à ce tournoi de la fête du travail sur les cours du tennis club Golf Hotel. Vétéran junior A, 45 à 54 ans. Vétéran junior B, 55 ans et plus. Et les dames, 30 ans et plus. Les rencontres se jouant en 9 jeux avec un team brick en cas d'égalité. Finale dame, Madame Tekla a dominé Madame Tarero 9 jeux à 2. Chez les vétérans junior A, la finale a été remportée par Koulou Diacinthe 9 jeux à 3 devant Dago Olivier. Vétéran junior B, Yapo Esaï a pris le meilleur sur Mbambi Kole Johnson 9 jeux à 5. Et la coupe chez les vétérans juniors a été remportée par Lama Julien 9 jeux à 4 aux dépens de Dart Milad. Ce tournoi avait pour but d'égayer les travailleurs amateurs de la balle jaune au moment où ils sont fêtés et honorés dans le monde. Du volleyball avec la 6e journée du championnat national de D1 qui s'est déroulée le week-end dernier du côté du stade Robert Champroux de Marcory. 2 oppositions chez les dames. Descartes était face à Phoenix et la SEC Mimosa a rencontré la Relève Volleyball Club. Score final 3-7-0 pour les verts et bleus et les jaunes et noirs. Il s'agit bien sûr de la SEC Mimosa et de Descartes. 2 matchs en retard également ont été joués. Du côté des hommes avec Bonois face à l'AUC et Phoenix contre l'INJS. Aïssata Garba, Odalegbe. Les filles de Descartes ont atteint la vitesse de croisière au cours du premier set qui avait démarré lentement 25-15. Au deuxième set, Phoenix laisse encore passer le train de l'accession et les verts bleus ne ratent pas de prendre le maximum de points 25-11. Les commandes en main, Descartes prend ses responsabilités pour distancer son adversaire avec un troisième set 25-17. Score final 3-7-0 pour Descartes. On n'a pas eu d'entraînement dans la semaine. Compte tenu des examens qui sont proches, la plupart de nos filles sont des élèves et des étudiantes. Donc toutes les filles ne sont pas arrivées, on a essayé de faire avec. C'est vrai que nous avons reporté le match 3-7-0, mais nous n'avons pas joué comme d'habitude. On a joué en fonction de notre adversaire et ça, on espère rattraper le coup qu'on va rencontrer la SEC. Dès le premier set, les volleyeuses Mimosa sécurisent leur place de championne face à Relève Volleyball Club. Les blancs-jaunes s'inclinent donc sur le score de 3-7-0, 25-12, 25-17 et 25-15. Mes joueuses ont fait ce qu'on leur a demandé. Gagner 3-7-0, c'est déjà pas mal. Oui, satisfait. D'une part, mais d'autre part, je ne suis pas tout satisfait parce que mes filles manquent d'entraînement. Les hommes de l'AUC et de Bonois ont disputé la 5e journée, match en retard. Après 58 minutes de jeu, les volleyeurs de l'AUC réussissent à se défaire et inscrivent à leur compteur 25-17, 25-15 et 25-13. C'était un match plutôt plaisant, puisqu'on jouait contre une équipe qui vient d'arriver D2. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience, on a un peu joué sur notre expérience pour gagner. C'est une jeune équipe qui vient de monter, donc ils ont de bonnes individualités. Mais bon, toute victoire est bonne à prendre pour nous. On a fait beaucoup d'erreurs sur ce match. Donc on va prendre la défaite pour créer une victoire pour le prochain match. Les jeunes n'étaient pas totalement prêts physiquement. Ça s'est bien passé. Au final, on a perdu, mais on a perdu dans la joie. Voilà le volleyball qu'on ne voit pas très souvent parce qu'il y a eu quelques petits soucis ces dernières années. L'année dernière, on a assisté à de gros problèmes avec le président, des équipes qui n'ont pas voulu jouer. Cette année, ça reprend timidement, d'où on revient encore sur votre problème d'organisation. Oui, on revient ensuite au fait que la réalité du volleyball, comme de beaucoup de disciplines de ce type, c'est est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui d'organiser une vraie compétition nationale? Parce que si vous voulez organiser une compétition nationale, cela suppose des équipes qui ont les moyens de partir d'un point du pays à un autre. Et cela n'est pas vrai en fait pour beaucoup de clubs dans nombre de disciplines. Vous voyez aujourd'hui quand le président Bleu Lenné organise sa compétition de Maracana. Bleu Charlemagne. Bleu Charlemagne plutôt. Le ministre. C'est vrai, Bleu Charlemagne organise sa compétition. Il fait par zone.
Les équipes se rencontrent par zone et il n'y a que l'équipe qualifiée qui part aux phases finales. Parce que s'ils voulaient organiser un vrai championnat national où on part d'une ville à l'autre, les équipes ne s'en sortiraient pas parce qu'il s'agit pour la plupart d'équipes sans ressources. Donc quand on prend le cas du volleyball, c'est une des raisons de la difficulté qu'il y a. En tout cas, le Maracana, c'est un vrai exemple d'organisation. Ah oui, il a su mettre en place un mécanisme qui fonctionne tout seul. Exactement. Voilà. Chaque fois, on se qualifie dans sa zone et on va pour les phases finales organisées en général au centre du pays, régulièrement à Yamoussoukro. Et donc, on n'a pas beaucoup de frais. Oui. Quand vous voulez organiser une compétition, comme c'est le cas du volleyball, avec des équipes qui doivent venir de Daloa, d'autres régions, et venir jouer à Abidjan, toutes les semaines, ce n'est pas évident en termes de ressources. Et donc, la fédération est obligée parfois de venir en aide au club. Mais avec quels moyens? Avec quels moyens? La parafiscalité. Exactement, la parafiscalité. Est-ce qu'il y a des apports extérieurs à part la parafiscalité? C'est difficile parce que, comme je l'explique souvent ici, en sport, il y a 3 ressources. Il y a les recettes de match, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont déplacées pour venir voir le match. Qui n'existent pas d'ailleurs. Qui n'existent pas. Ensuite, il y a les recettes des annonceurs, de la publicité, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont intéressées par votre événement et qui veulent y associer leur image. Qui n'existent pas. Et puis il y a les droits télé. Qui n'existent pas. Non plus. Donc en fait, il n'y a quasiment pas de ressources. Oui. Voilà. Donc finalement, c'est difficile pour ces fédérations de s'organiser, mais ce n'est pas impossible. Il va falloir trouver le moyen de pouvoir le faire. Et puis pour compléter donc, cette journée du volleyball, juste ce résultat chez les hommes, Phoenix face à INJS, victoire de Phoenix, 3-7, victoire de l'INJS, pardon, 3-7 à 1. Un mot de handball. Les 2e et 3e journées du championnat national N1 se sont déroulées vendredi et dimanche. Une 3e journée endeuillée par la disparition d'un des entraîneurs. Il s'agit bien sûr de l'entraîneur de Sphinx Handball Club, Degré Gros Eddy Gros, comme on a l'habitude de l'appeler, ce monsieur que vous voyez là sur votre poste téléviseur avec le petit képi, avec ses joueuses. Voilà, il nous a quittés donc dimanche matin à 9h alors qu'il était attendu à 13h30 du côté du Palais des Sports de Trècheville pour le match de la 3e journée de ce championnat. Il est parti après un match de Maracana. C'est un sportif dans l'âme. Il était au terrain de Maracana lorsqu'il a piqué une crise cardiaque et il s'en est allé. Toutes nos condoléances donc à la grande famille du handball, mais aussi à la famille biologique de ce grand homme du handball ivoirien. Et puis, il s'agit maintenant de parler de la cérémonie de clôture des VSD pour Christ, édition 2015, la quinzaine de l'étudiant catholique dénommé VSD pour Christ, qui s'est tenue du 18 avril au 3 mai. C'est achevé par un tournoi de Maracana. 3 matchs étaient à l'affiche pour cette cérémonie de clôture parrainée par Ricardo Zamal et José, les vainqueurs de cette première édition. La maison protestante de l'étudiant Aude Alégbé était à Saint-Albert-le-Grand à Cocody pour le résumé de la cérémonie. La maison protestante de l'étudiant en bleu était aux prises avec les étudiants des sciences de la terre et des ressources minières. Une rencontre qui n'enregistrera aucune réalisation. Ce sont les tirs au but qui vont permettre à la maison protestante de l'étudiant de repartir avec le trophée. Ils se sont imposés 5 tirs à 4. Face aux étudiants de géographie pour le match de classement, ceux des sciences économiques en rouge-blanc ont pris le dessus 2 tirs à 1 après une opposition qui s'est soldée par un score vierge, 0-0. Il s'agit donc d'une activité qui a donc mis à contribution toutes les communautés, également des musulmans, des méthodistes et de toutes les confessions religieuses au niveau de la jeunesse, qui sont venus donc confondre l'excellence, confondre la culture et le sport aux études. Pour terminer en beauté, les nouveaux membres du bureau de la communauté catholique des étudiants d'Abidjan ont livré un match de gala contre le bureau sortant. Match qui s'est soldé sur le score d'1-0 en faveur de la nouvelle équipe. C'était donc les dernières images les images en termes de reportage, bien sûr, sinon nous on est encore là, de cette édition. Alors, comme on a l'habitude de le faire depuis quelques lundis, quelles sont les informations, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette actualité sportive avant donc d'entamer la semaine?
Je retiens la difficulté des jeunes filles, nos représentantes pour la Coupe du monde de football au Canada. Je souhaite vivement qu'on puisse leur trouver quelques matchs d'entraînement, d'abord pour leur morale et ensuite pour donner des chances à cette équipe d'être la plus représentative possible de la qualité du football ivoirien. Ne pas jouer de match, c'est vraiment une situation difficile pour elles. Je souhaite vivement que soit trouvée une solution. Je ne sais pas qui doit la trouver, mais je souhaite vivement que soit trouvée une solution. On ne peut pas aller à la compétition sans match test. C'est vraiment suicidaire. D'accord. Salif? Je retiens que Dieng Ousseynou a été un monument, un modèle, un exemple. Et pour nous, la jeune génération, il a été celui-là même qui a incité beaucoup à s'intéresser au sport, au football ivoirien notamment. Et mes condoléances les plus sincères. J'attristais vraiment à la famille du football et à la famille de M. Dieng Ousseynou. Quant à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, avec vous également, mesdames, messieurs. Ne ratez pas mercredi avec Sébastien Rougnin, avec 3e mi-temps, c'est sur RTI 2 à partir de 21 h. Et puis ce week-end, vous pouvez vous balader sur tous les stades. Il y aura du football, il y aura du handball, il y aura du volleyball et plusieurs autres disciplines. Et puis gardez le cap. Quant à nous, par la grâce de Dieu, on se retrouvera lundi prochain pour 90 minutes de sport, 90 minutes de passion. Merci messieurs d'être passés sur ce plateau. On se retrouve lundi prochain. Bonne soirée à vous et que Dieu vous garde.